En 2011, la Tunisie a connu un mouvement populaire de contestation qui a réussi à faire chanceler, puis à faire tomber un régime autoritaire réputé des plus solides. Ce fut le départ de ce qui est communément appelé le printemps arabe, ainsi qu'une inspiration pour plusieurs mouvements dits Occupy ou dégagistes, qui ont éclos partout dans le monde, y compris dans les démocraties installées. Ces mouvements sont apparus comme spontanés, de colère, méfiants envers les systèmes établis. Ils ne semblaient pas liés aux partis politiques ni aux syndicats et prirent de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies de l'information. Leur mode d'action privilégié était l'occupation de l'espace public par des amas d'individus non organisés au départ et rarement porteurs d'idéologie, mais partageant en général le sentiment que le fonctionnement des institutions n'était pas vraiment démocratique et que les richesses étaient accaparées par des oligarchies. Depuis, le monde a connu une diversité de mouvements, du même type, mais des plus conservateurs aux plus progressistes, non encadrés par des structures intégrées dans le processus démocratique et qui ne portent pas toujours l'idée d'un ensemble et d'un commun, mais qui s'agglomèrent, portés par le refus, la contestation d'un ordre qui ne répond pas ou qui ne répond plus à leurs besoins en tant que citoyens. Les mouvements de 2011, qui ont pu, dans un deuxième temps, jouer le jeu des institutions, se sont, pour certains, fondus dans le système initialement contesté, ou ont été, dans une certaine mesure, récupérés par des partis politiques qui, une fois élus, n'ont pas su transformer les institutions, ni même leur apporter un souffle neuf. Cela semble le cas, par exemple, des indignés en Espagne. Le phénomène a accouché aussi, dans certains cas, d'autres mouvements plus radicalisés, comme par exemple les Gilets jaunes en France. Et d'autres se sont transformés en mouvances populistes portées par des figures politiques non conventionnelles comme Donald Trump aux États-Unis, allant jusqu'à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. En Tunisie, après les mouvements de contestation, la population tunisienne s'est engagée dans un processus institutionnel de transformation avec l'élection, comme vous le savez, de l'Assemblée nationale constituante. Celle-ci avait enregistré 54,1% de participation. Et elle a abouti en 2014 à l'adoption d'une nouvelle constitution. Cependant, en 2021, 10 ans après la chute de l'ancien régime, la Tunisie semblait bien loin de la transformation attendue. Que ce soit au niveau de ses institutions, pas de cour constitutionnelle par exemple, du règlement du compte avec le passé, une justice transitionnelle paralysée, ainsi que de son économie, avec un endettement important et une inflation galopante. Surtout, la fracture entre la population et ses représentants élus apparaissent comme irrémédiables, apparaissaient et continuent d'apparaître comme irrémédiables. Ce qui a abouti le 25 juillet 2021 au déclenchement de la procédure des circonstances exceptionnelles par le président Kais Saïed, élu en 2019, puis au gel du Parlement, puis à sa dissolution récente en mars 2022. Le président Kais Saïed, qui mobilise autour de lui une certaine base populaire, se présente comme porteur d'un projet de refondation de la démocratie. Et dans cette perspective, une consultation nationale a été organisée sur Internet en vue d'un référendum en juillet 2022 sur le régime politique et des élections législatives en décembre 2022. Cette consultation n'a enregistré qu'une faible participation, précisément 534 915 personnes, malgré une mobilisation de l'État. Quel point commun entre tous ces mouvements?
sinon une remise en cause, voire une véritable déconstruction de la démocratie représentative, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce phénomène arrive 25 ans après ce qu'on appelle la fin de l'histoire, telle que présentée par Fukuyama dans les années 90, fin 80-90. Et ce que cela portait comme promesse à l'époque de la démocratisation de l'Europe du Sud et de l'Est et de l'Amérique du Sud. Ces promesses de l'économie de marché et de la démocratie, des promesses considérées peut-être aujourd'hui comme non tenues. Ce phénomène semble demander des comptes, comme un bilan d'une génération entière, dans un contexte où les nouvelles technologies apportent d'autres promesses, mais aussi d'autres risques en termes d'expression et d'action individuelle et collective. À partir de la fin des années 90, le caractère disruptif des nouvelles technologies a été théorisé. Disruptif, c'est-à-dire éclatement. Cependant, ces théories concernent avant tout la disruption du marché. Dans quelle mesure la révolution numérique est disruptive pour la démocratie? La technologie va-t-elle d'une certaine façon démocratiser la démocratie représentative? Une démocratie représentative qui est une forme de démocratie qui est perçue comme ne remplissant pas ses objectifs, les objectifs du gouvernement du peuple par le peuple. Quels défis ces innovations disruptives créent-elles pour la démocratie? Quels risques pour l'avenir de nos sociétés et pour la démocratie, et dans son sens le plus large, c'est-à-dire également la garantie des droits fondamentaux de la personne?